Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le samedi 29 avril 2023. C'est Le Monde en 7 et deux invités sont avec moi pour faire le débat sur les sujets d'actualité de ce jour. On est avec Horus Donkovi. Il est activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de les retrouver. Et merci d'être notre invité. Face à vous, Ouna Nyanta est cadre de l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. Bonsoir Ouna Nyanta. Bonsoir Samuel et merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir répondu à l'invitation. Pour ce numéro, on parlera du Soudan, les combats qui se poursuivent malgré la trêve qui a été décrétée. On ira également du côté de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara envisage une nouvelle modification de la Constitution et nous parlerons après du Togo avec cette première interview accordée par le président Faure Essozimna Gnassingbé. 18 ans de pouvoir, c'est la première fois qu'il décide de s'adresser à la presse. Et ça fait événement dans le pays. On va en parler avec les invités tout à l'heure. On prend donc la direction du Soudan. Le Soudan, on le sait, qui depuis plusieurs jours fait face à de violents affrontements. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, ont accepté de prolonger de 72 heures la trêve qui n'a quasiment jamais été respectée. De violents combats sont poursuivis vendredi 28 à Khartoum et à Darfour, malgré donc la prorogation de la trêve entre les deux hommes. Ouna Nyanta, la situation au niveau du Soudan, plus les jours passent, plus les combats deviennent intenses. On ne voit pas entre les deux forces qui s'affrontent une partie qui prend véritablement le dessus. Je crois que c'est très préoccupant. C'est une barbarie, ce qui se déroule là. Je parle de barbarie parce que aucune règle n'est respectée dans cette guerre. Des hôpitaux sont détruits, les véhicules de secours sont bombardés, et les humanitaires sont attaqués et la population, elle, n'a aucune protection. Nous sommes déjà à plus de 4500 blessés, plus de 600 morts. Et ne parlons pas de la situation des enfants, plus de 50 000 enfants qui ne trouvent pas à manger. C'est vraiment dommage qu'on en soit là. C'est dommage aussi que les initiatives de dialogue aussi ne soient pas vraiment et sincèrement acceptées. C'est vrai que le camp du président du Soudan du Sud, Alpha Kiir, a annoncé un dialogue, mais le dialogue n'est pas véritablement accepté par le camp du général al-Burhan. Donc vraiment, il faut que les institutions prennent leurs responsabilités vis-à-vis des deux camps pour protéger surtout les populations qui sont les premières victimes. Horus Donkovi. Je pense que ce qui se passe au Soudan, c'est l'expression de l'ingérence des puissances que l'on connaît. Le Soudan, c'est quand même un pays qui a été sous embargo pendant plusieurs années, dont on s'est mêlé de la construction, qu'on a divisé en deux pour obtenir le Soudan du Sud et le Soudan actuel. Dont on s'est arrangé à faire sauter le président et dont on a motivé qu'on appelle les groupes qui actuellement s'affrontent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas aussi au Soudan quelque chose de démocratique, mais si l'idée est de soutenir la démocratie au Soudan, alors qu'on la soutienne du début jusqu'à la fin afin qu'elle puisse s'exprimer et que les civils puissent prendre le pouvoir comme il se doit. Là, ce qui s'est passé, c'est que on a, à mon sens, encouragé et organisé la déstabilisation du Soudan, parce que ça a commencé par des embargos, ça a commencé par une inflation, ça a commencé par des soulèvements de population, ça a commencé par, comment dirais-je, un chef d'État qu'on a mis au banc, en marge de la communauté internationale, dont on a encouragé les vainqueurs. Et maintenant, on a deux groupes, on a qu'on appelle deux officiers qui s'affrontent et qui, en fait, n'abandonneront que lorsque l'un sera par terre.
parce que ils sont eux-mêmes déjà protagonistes d'un coup d'État et ils savent ce qu'il en découlerait si un venait à se rendre à l'autre. C'est la raison pour laquelle lorsque on a essayé disons, de mettre en place des négociations et ainsi de suite, je pense que les deux gros problèmes qu'il y a, c'est que ceux qui sont censés porter les négociations n'ont pas de poids ou sont viciés, parce que qui va porter les négociations? Les États-Unis, l'Union européenne, qui va porter l'Union africaine? Qui peut réellement se prévaloir d'être impartial, d'être, comment dirais-je, d'avoir le sceau de, comment dirais-je, de la sincérité, de l'intégrité, pour que les deux protagonistes viennent négocier chez lui? Il n'y a pas. Si l'Union africaine se déplace, l'Union africaine s'est compromise en acceptant, comment dirais-je, des invectives occidentales. Les États-Unis, on sait ce qu'il en est de son rapport avec le Soudan et de ses projections pour ce pays. Maintenant, ce qui fait peur avec le Soudan, c'est que le Soudan a des antécédents. On a ce Soudan-là qui a cette sécession avec un Soudan du Sud instable déjà. On a ce Soudan-là qui a des problèmes avec le Tchad à cause de la région du Darfour. On a ce Soudan-là qui a des problèmes avec l'Égypte à cause de le barrage. Non, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte ont un problème à cause justement du barrage, des provisions des projets hydroélectriques de l'Éthiopie. Donc, en fait, on est dans une bombe à retardement. On va se retrouver avec deux pays qui sont plus ou moins frontaliers, la Libye et le Soudan, où on a des protagonistes dont on n'a pas l'habitude d'avoir dans les ingérences d'État, c'est-à-dire le Qatar, l'Égypte, on va retrouver avec la Turquie, et ainsi de suite, et tout ça. Et si le Soudan est instable, cela sous-entend que c'est un danger pour tous les pays qui l'environnent. Or, je pense que c'est un des pays qui a le plus de frontières en Afrique avec des pays étrangers. On va revenir justement à cet aspect-là, parce que vous avez évoqué donc les problèmes entre le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie, à cause de ce barrage qui risque de couper une partie du fleuve Nil. Est-ce que tout cela fait de ces voisins immédiats des protagonistes peu efficaces pour le dialogue? On va en parler, mais on écoute d'abord le ministre par intérim des Affaires étrangères. Lors d'un appel avec le président Salva Kiir Mayardi, le président Al-Bourhan a donné son accord initial à l'initiative. Nous sommes encore, et bien sûr, nous avons également envoyé une demande écrite similaire à la fois à son Excellence Bourhan et au chef des paramilitaires. Nous leur avons envoyé une demande écrite à tous les deux. Bien entendu, nous avons appris hier soir que les paramilitaires ont répondu en acceptant le cessez-le-feu. Voilà donc le ministre des Affaires étrangères par intérim du Soudan du Sud qui est aujourd'hui à la manette pour le retour de la paix au niveau du Soudan. C'est quand même assez ironique de voir le Soudan du Sud voler au secours du Soudan. Est-ce que la situation telle que le présentait Aurus Donkovi, tous les pays quasiment autour du Soudan, est-ce qu'aujourd'hui ils ont l'étoffe nécessaire pour pouvoir proposer une solution de paix à ces deux belligérants? Non, qu'ils aient l'étoffe ou pas, ils ont intérêt à ce qu'il y ait la stabilité au Soudan. Et donc, naturellement, ces pays doivent se mettre ensemble pour trouver une sortie de crise, une sortie à cette situation qui risque de les affecter d'une manière ou d'une autre. Donc, naturellement, ces pays sont obligés. L'Union africaine est obligée même si elle a pris des positions qui ne l'arrangent pas aujourd'hui, le rétropédalage est possible. Il faut que l'Union africaine prenne le dessus pour arriver à ramener la paix dans ce pays. Il est important également, on parle de cesser le feu qui n'est pas ce n'est pas vraiment respecté, même le dialogue n'est pas respecté. Le camp des forces
de soutien rapide, ne s'est pas encore prononcé par rapport à cette initiative du Soudan du Sud. Et même au sein du camp du pouvoir, les versions divergent. Donc, pour le moment, il faut surtout amener les belligérants à respecter les différentes conventions en matière de guerre. Qu'ils acceptent, qu'ils évitent de s'attaquer au centre de santé, au lieu de culte, qu'ils arrêtent de s'attaquer aux humanitaires, qu'ils laissent la Croix-Rouge venir au secours des civils. Qu'il y ait des couloirs humanitaires. Oui, sinon là, je cherche un mot plus fort que la barbarie, parce que la guerre a des règles. Et quand on est des militaires formés, on doit pouvoir respecter ces règles-là et protéger ceux qui ne sont pas concernés par les combats. Alors, on l'a dit, on parle d'armée régulière qui affronte les forces de soutien rapide, qui n'est pas véritablement une armée, mais qui est également très puissante. On dénombre jusqu'à au moins 100 000 hommes sous les ordres du général Emeiti. Finalement, je l'ai dit depuis plusieurs jours, on ne voit pas véritablement un camp qui prend le dessus. Est-ce que l'issue, ça peut être que l'un des camps prenne le dessus et comment ? Non, mais c'est même, je trouve, qui est intéressant dans cette histoire. Alors, on a eu un président qui a été évincé. Le président est évincé. On se retrouve avec deux personnes, on va dire, de même calibre au pouvoir. Donc, grosso modo, qui se partagent le pouvoir. Et ce que j'ai trouvé très vicieux dans la communication qui est faite actuellement, alors, nous sommes en Afrique, les médias que nous avons sont très souvent des médias occidentaux. Donc, ils ont, si vous voulez, une analyse de la chose avec un prisme qui est le leur. Et alors, ce sont eux qui vont statuer sur l'armée qui est régulière et l'armée qui est rebelle. Oui. Mais dans les faits, ce sont deux personnes de même capacité, de même densité, de même force, qui ont pris le soin de partager le pouvoir et de dire nous allons gérer de façon collégiale. Donc le problème est là maintenant, parce que maintenant quand vous dites que telle armée est régulière et que vous affabulez l'autre d'être une rébellion, donc de n'être pas officiel. Mais en fait, à mon sens, je pense que vous mettez de l'huile sur le feu. Parce que à partir de cet instant-là, on sent qu'au niveau des deux factions, on est maintenant dans la recherche de partenariat, dans la recherche de soutien. On se retrouve avec, je pense, ce qu'on qualifie d'armée régulière avec un soutien égyptien. Le problème avec le soutien égyptien, c'est que quand vous voyez en Libye, le soutien égyptien, il a emmené le soutien d'autres personnes à la faction qui était. Donc, on n'en sortira pas. Maintenant, ce qui est mauvais ce qui fait peur dans cette histoire, c'est que comme ce sont deux personnes qui se connaissent, deux personnes qui ont travaillé ensemble de façon collégiale, donc elles se connaissent personnellement avant de se connaître militairement, ça risque d'empirer au Soudan parce que tout le monde veut en finir vite. C'est une guerre qui ne peut pas s'inscrire dans le temps. Si cette guerre s'inscrit dans le temps, on risque d'avoir une autre scission du pays. Et c'est là on s'est retrouvé avec un certain nombre d'analystes qui vont essayer de développer sur les alliances internes qu'ont les deux groupes au sein du Soudan. Donc vous avez des gens qui se retrouvent alliés aux milices Janjaweed, des gens qui se retrouvent alliés avec, je suis sûr que même pour le cas du Soudan du Sud, il doit avoir forcément un allié par rapport à l'histoire qu'est le Soudan et ainsi de suite. Et ça n'augure de rien de bon. Parce que les deux chefs sont jusqu'au boutiste. Donc, alors, soit l'un prendra sur l'autre, ou soit on risque d'avoir une troisième partition du Soudan, même si elle n'est pas officielle, elle sera de fait. C'est-à-dire, vous allez avoir un groupe qui va se retrancher dans une portion du pays, et quand c'est comme ça, on se retranche généralement dans la portion du pays qui est la plus riche. Ça s'est passé en Libye, où vous avez un groupe
qui s'est réfugié dans la portion la plus riche, là où se situent les puits de pétrole, et l'autre groupe qui a pris la capitale. Et après, pendant plusieurs années, le ballet diplomatique a consisté à avoir des appuis pour être plus ou moins officialisé internationalement. Alors, face quand même à cette situation, il y a forcément une solution. Oui, mais actuellement, les scénarios sont très pessimistes. Et c'est pour ça que je privilégie plutôt la protection d'abord des civils. Là, il serait difficile... Mais ce schéma-là, les deux belligérants ne l'entendent pas comme ça parce que quand on est dans une zone, par exemple, à El Geneina, qui est très proche de la frontière avec le Tchad, il a été signalé que des mitrailleuses, des mitraillettes, des mitrailleuses lourdes, des machines de tir antiaérien ont été sorties. Et on tire directement sur les maisons des civils. Bien sûr, c'est ce qui est déplorable. Et je pense que c'est le travail à faire aujourd'hui, c'est d'amener les belligérants à protéger, à éviter de s'attaquer aux civils. Donc ça, c'est le travail qu'il faut faire au niveau des deux camps. Il faut en parler sérieusement avec les deux généraux pour que les civils soient protégés. Pour le reste, il serait vraiment très difficile d'en sortir s'il n'y a pas un gagnant. Est-ce que ça veut dire que l'Union africaine, par exemple, n'a aucun mécanisme pour imposer la paix? Bon, dans ces conditions, quel mécanisme? Il faut amener une force armée. Elle viendra d'où? Est-ce que c'est la Libye, dans son instabilité, qui va fournir une force armée? Est-ce que c'est le Soudan du Sud, qui n'est pas nécessairement en bon terme avec l'autre côté du Soudan, qui va fournir une force? Non. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une force, il faut qu'elle ait une base dans un pays côtier pour pouvoir intervenir. Mais là, c'est un peu très complexe. Et dans la condition actuelle, c'est une guerre qui doit aboutir forcément à un vainqueur qui va imposer sa loi sur le pays. Parce que là, tous les autres scénarios sont tellement pessimistes, c'est assez complexe. Donc il faut travailler sérieusement à la protection des civils, il faut travailler à la sécurisation des centres de santé et travailler au retour de l'ONU sur le terrain, du FAO, de l'OMS et autres pour pouvoir soigner les enfants atteints d'épidémies. Voilà. Mais le balai diplomatique, généralement, qui accompagne ce genre de situation pour amener la paix, on ne le sent pas non plus trop ici. C'est compliqué qu'on le sente parce que ce sont des acteurs qui se sont fourvoyés. On a parlé des États-Unis dans la diplomatie, mais les États-Unis, on connaît le passé très tumultueux qu'il y a entre les États-Unis et le Soudan. Les États-Unis ne sont pas innocents quant à ce qui se passe au Soudan, que ce soit la crise économique, que ce soit comment on appelle le coup d'État d'Omar el-Béchir, disons fait à Omar el-Béchir, que ce soit même dans la déstabilisation de la sous-région. Quand on prend le cas de la Libye, quand on prend ce qui s'est passé en Égypte, on a renversé Moubarak et après on a eu comment dirais-je quelques effluves de démocratie jusqu'à ce qu'un autre militaire prenne le pouvoir. Les États-Unis ne sont pas innocents sur ce théâtre-là. Au niveau du Tchad, on va prendre quoi? L'Union européenne. Au niveau du Tchad, l'Union européenne a avalisé la prise de pouvoir de Idriss Déby fils. Succès Masra actuellement est en exil. Il y a eu des manifestations réprimées, mais on n'a rien dit. Est-ce que la Ligue arabe ne pourrait pas tenter quelque chose? Alors, la Ligue arabe, mon souci avec... Alors, ces derniers temps, je trouve qu'effectivement, quand il y a un problème en Afrique, on voit beaucoup... alors, je ne dirais pas la Ligue arabe, mais on voit beaucoup les Émirats, si vous voulez, le Dubaï, le Qatar, et ainsi de suite, et tout ça. Mais le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ont les moyens, mais ils ont un agenda caché. Et le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique a toujours, à mon sens, servi de l'Est diplomatique. C'est-à-dire, si vous voulez, intervenir dans certains problèmes africains donne une certaine aura à celui qui le fait. Je vais digresser un peu, mais vous voyez par exemple le Japon actuellement qui est dans une démarche de reconquérir du territoire par rapport à la Chine et ainsi de suite. Donc quand vous voyez les pays des Émirats, c'est à peu près la même chose. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler du Qatar.
quand vous prenez la plupart de nos banques, si vous vérifiez, si ça n'appartient pas aux Qataris, ça appartient aux Émirats Arabes Unis, vous verrez Dubaï dedans, vous allez voir un peu de Turquie dedans, vous allez voir du Maroc dedans, mais si vous voyez du Maroc dedans, vous allez vous retrouver encore à Dubaï, aux Émirats, et ainsi de suite. Donc il y a une offensive de la part de ces pays-là, sans que on ne débatte de façon profonde sur ce qu'ils attendent en retour. Parce que ce sont des bailleurs de fonds, ils déboursent énormément d'argent, mais ce sont des gens qui sont beaucoup dans l'ombre. Ils sont énormément dans l'ombre. Et donc après, c'est comme, je pense, je ne sais plus pour quel pays où on s'est retrouvé avec les rebelles à Dubaï, je ne sais plus si c'est le Congo, je me perds un peu dans le pays où les rebelles, on les a hébergés à Dubaï sous prétexte de... Moi j'ai trouvé ça particulièrement étonnant. Vous avez l'Union africaine. C'est-à-dire ce sont de petites choses qui contribuent à discréditer nos propres institutions. C'est-à-dire si le cas du Soudan ne peut pas être réglé de façon sous-régionale, ne peut pas être réglé de façon continentale, ne peut pas être réglé, disons, par les principaux acteurs et les pays voisins qui vont être, qu'ils le veuillent ou non, impliqués dans le conflit, il y a un souci. Parce que même dans le ballet diplomatique, jusqu'à présent, tout ce que j'entends, c'est, oui, les États-Unis ont dit, bon, on a entendu un peu parler du Tchad, mais le Tchad est inquiet par rapport au Darfour. Mais la vérité géostratégique, c'est que, est-ce que l'Égypte peut se permettre 2 foyers d'instabilité à la frontière, la Libye, et le Soudan. Le Tchad, la Libye et le Soudan. C'est impossible, c'est ingérable. Mais dans ce genre de conflit, il y a aussi d'autres solutions. On a déjà vu ces solutions être implémentées ailleurs. On parle par exemple de sanctions ciblées, on parle d'embargo, on parle de zones d'exclusion aérienne qui permettent quand même de limiter la portée des actions d'un camp comme de l'autre. Mais là, ici, le contexte est différent. Ici, il s'agit vraiment de voir un peu, de mettre la main, de mettre en discussion ceux qui sont derrière les 2 généraux. Actuellement, on ne sait pas encore les pays, en réalité, qui sont derrière les 2 généraux. Et la diplomatie de couloir devrait normalement s'appuyer sur les forces qui sont derrière ces généraux. Ils ont quand même des forces derrière qui fournissent les armes, qui fournissent le matériel, qui fournissent toute la logistique pour cette guerre. Donc il faut amener ces forces-là à discuter et à s'entendre. Parce que c'est vraiment une question d'intérêt, malheureusement. Parce que c'est des intérêts de certaines forces qui se jouent au Soudan et qui, malheureusement, affectent ces populations innocentes. Il faut pouvoir discuter et trouver un terrain d'entente avec ces forces de couloir-là. Il y a ce travail également à faire. Si ces forces de couloir arrivent à s'accorder sur leurs intérêts, ils pourront impacter les décisions des 2 généraux pour aboutir à la calmie. Mais donc ça veut dire que vous croyez également à ceux qui disent que c'est une guerre par procuration? C'est évident, c'est évident. Et puis, interrogez-vous pourquoi ces guerres interviennent beaucoup plus dans les pays immensement riches, des pays où il y a le pétrole, des pays où il y a de l'or, de la bauxite et autres. Pourquoi est-ce que ces guerres interviennent dans ces pays qui n'ont même pas d'industrie de fabrication d'armes? Qui sont ceux qui fournissent ces armes-là et à quel prix? Ils n'ont pas les moyens pour acquérir les armes. Il faut forcément échanger avec quelque chose. Donc, il faut vraiment arriver à connaître les vrais belligérants, les vrais protagonistes, de discuter avec eux dans les coulisses, s'entendre sur ce qui doit être leur intérêt, ce qui doit être l'intérêt du peuple soudanais pour qu'on arrive quand même à la calmer. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, tout récemment peut-être le Nigeria, ils ont évacué leurs ressortissants. Ça veut dire qu'ils sont dans la logique que ça va durer? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des informations alarmantes. Moi, je trouve même que la trêve
a réussi à être négocié parce qu'il fallait évacuer ces gens-là. Bon, j'ai pas le sentiment que les deux protagonistes se soient souciés des populations. Mais absolument, ça a été violent dès le début parce que je pense qu'il y avait une volonté de récupérer Khartoum. Nos capitales sont généralement les premières cibles. Celui qui a la capitale est celui qui a le pays. Il a le pays. Il a le Voilà, pays. il a le pays, il a la légitimité, il est officiel en tout cas. Et donc, j'ai l'impression que la volonté de faire une trêve, cette volonté d'ailleurs a échoué plusieurs fois. Je pense que la volonté de faire une trêve, c'était vraiment de pouvoir évacuer la plupart des diplomates, des personnes d'ONG. Je pense même que certaines ont été tuées dans cette histoire-là. Bien sûr. De les faire évacuer parce que, alors, ce qui est commun dans tous les conflits du Sud, c'est que porter atteinte à un ressortissant d'une région occidentale équivaut à une intervention armée de ce pays-là. Donc tous les protagonistes, quel que soit le théâtre sur lequel on se trouve en Afrique, on évite, lorsqu'il y a des conflits, de faire en sorte que les victimes, en tout cas, que les victimes fassent, disons, que les Occidentaux fassent partie de ces victimes. On fait tout pour quand même qu'ils puissent évacuer, ils ont les informations, ils sont évacués, et après le massacre reprend. C'est malheureusement une triste réalité. Et je pense que quand cette évacuation va terminer, mais ça va reprendre. Oui, parce que je pense que les deux protagonistes veulent en découdre et veulent systématiquement prendre Khartoum. Je pense que ce qui peut changer la donne, c'est qu'un des protagonismes se retrouve un peu plus fort que l'autre et que l'autre soit contraint à se replier dans une localité. Voilà. On va passer maintenant au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara annonce une nouvelle modification de la Constitution. La Constitution de Côte d'Ivoire, il faut le dire, a été adoptée en 2016. Elle va être modifiée pour, je cite les termes du président, renforcer l'efficacité des institutions de la République. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution, une modification constitutionnelle, a déclaré Alassane Ouattara devant les deux chambres réunies en congrès. Pour le chef de l'État, la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République. Il faut rappeler qu'elle a été adoptée en 2016, mais elle a connu une modification en 2020. Est-ce que la Constitution de la Côte d'Ivoire ne fait pas un peu trop le yo-yo? On va regarder un peu cet élément préparé par la rédaction de New World TV. C'est donc avec un grand plaisir que je me retrouve devant vous pour vous présenter l'état de la nation. 5 mars 2020, 19 avril 2022 et aujourd'hui le 25 avril 2023, pour une troisième fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, députés et sénateurs sont en congrès à la demande d'Alassane Ouattara qui se prononce sur l'état de la nation. La Constitution du 8 novembre 2016 autorise la tenue du congrès du Parlement à la demande du président de la République pour adresse sur l'état de la nation. Un discours d'une cinquantaine de minutes pour établir le diagnostic de la marche de la nation ivoirienne. Une prise de parole qui marque le renforcement des institutions et la consolidation de la démocratie. Pour le président Alassane Ouattara, la paix, la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique est une question de priorité. En ce qui concerne la sécurité, les conditions de vie et de travail des forces de sécurité sont nettement améliorées. Chères sœurs, chers frères, chers jeunes, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier. Au tout début de l'année 2024, notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN qui sera la CAN de l'hospitalité. Et je me félicite de l'état d'avancement de l'ensemble des travaux d'infrastructure. Ils seront tous achevés et livrés à bonne date et conformes aux exigences les plus élevées de la CAF et de la FIFA. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, en dépit de cette conjoncture difficile, notre pays a poursuivi. La Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution, une modification constitutionnelle. À cet égard, je voudrais
son gouvernement pour toutes les actions engagées. Chers frères et sœurs du gouvernement, bravo à chacune et à chacun de vous. Ainsi, Voilà donc l'adresse du président Alassane Ouattara aux deux chambres réunies. Il annonce donc une modification de la constitution ivoirienne. Alors, ce qui va changer dans la constitution, c'est d'abord au niveau des sessions parlementaires, il y aura l'instauration de 2 sessions ordinaires, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. Cela vise à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement. Il a également annoncé que la modification va coïncider la période du travail parlementaire avec celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. Il y aura également modification de l'élection des députés et des sénateurs. Cette élection va intervenir donc après la présidentielle prévue en 2025. Je le disais, donc la Constitution a été adoptée en 2016. Elle a été modifiée déjà en 2020 au Nanyata. C'est vrai qu'une constitution, dans le cadre de celle de la Côte d'Ivoire, chaque constitution prévoit en elle-même les termes de sa propre modification. Mais je veux dire, la constitution, ce n'est pas non plus... moi, j'enseigne le français, j'ai enseigné le français, ce n'est pas non plus une fiche de cours que je change chaque année. Oui, je pense que c'est vrai qu'on ne doit pas modifier la Constitution chaque année si on a pris le temps, en réalité, de la rédiger en tenant compte des réalités socio-culturelles de nos pays. Vous voyez, nos pays sont des États en construction. Et à chaque étape, on découvre des lacunes, on découvre des éléments qu'on n'a pas pris en compte et qu'on est obligé d'introduire dans la loi fondamentale. On n'a pas fini de réfléchir sérieusement au guide de gouvernance de notre pays. On n'a pas fini de réfléchir, on continue par réfléchir, on continue par... nous avons une société également assez diversifiée, et qui subit beaucoup d'influences extérieures, qui subit beaucoup de mutations. Nos États sont appelés à signer certains accords qui sont obligés d'adapter au niveau de la Constitution. C'est un peu ça la difficulté dans nos États africains, et qui amène de temps en temps à retourner vers la Constitution pour corriger des anomalies afin de favoriser le bon fonctionnement de l'État. Donc, est-ce qu'il devrait en être, je veux dire ainsi, dans la mesure où c'est un test quand même qui est pensé par d'éminents juristes, d'éminents intellectuels, et qu'on est censé se projeter quand même sur un certain nombre d'années devant? Non, il faut être honnête et sincère. Nous n'avons pas pensé à ces tests. Nous n'avons pas fondé le modèle que nous sommes en train d'adopter. Dans les années 90, la plupart de nos pays ont copié la Constitution française, et avec quelques légères modifications. Le problème, c'est que nous n'avons rien fait en tenant compte de nos réalités. Et naturellement, nous serons toujours confrontés à des difficultés parce que nos tests sont venus d'ailleurs, et à chaque fois nous découvrirons que ces tests-là, par endroits, ne sont pas adaptés à nos réalités, et on doit être obligé de les modifier, malheureusement. Horus Donkovi, je l'ai dit 2016, puis il y a eu 2020, modification. Maintenant 2023, ça veut dire donc en l'espace de 7 ans, 2 modifications. On n'a pas l'impression que les juristes ivoiriens soient vraiment futuristes. Hein. Bon, alors, je pense qu'il faut peut-être faire la part des choses. Une constitution est perfectible. Maintenant, effectivement, il s'agit d'un test fédérateur et fondateur
d'un socle sur lequel est bâtie la nation, et par conséquent, on ne peut pas la tripatouiller, comme tu dis, comment dirais-je, sans y prendre garde. Maintenant, ce qui me gêne un peu dans l'annonce de la modification de la Constitution, c'est quelques termes qui sont utilisés. Il parle de célérité du Parlement. Euh, le Parlement, si on peut estimer qu'il ait de la célérité, a surtout un devoir d'inspection, de vérification, a surtout le devoir de poser des questions, de, comment dirais-je, de censurer même parfois. Et donc, pour un président qui est élu et qui a la majorité au Parlement et ainsi de suite, quand il parle de célérité, ça donne l'impression que tout ce qui doit être proposé par le gouvernement doit être accepté de façon plus rapide par le Parlement. Ce qui pose un danger, c'est un danger pour les populations parce que... il y a le temps pour les députés de s'adapter au test, de l'étudier, d'apporter les modifications. Les populations ont mandaté des personnes clés pour qu'elles puissent analyser, qu'elles puissent critiquer ce qui est proposé par le gouvernement et y apporter de la censure si cela doit être le cas. Donc lorsque vous dites nous voulons faire les choses un peu plus vite, mais le problème c'est qu'il y a des décisions qui ont besoin d'être étudiées, analysées, juste, notamment pour un pays qui est en construction, notamment pour un pays... Alors, je vais digresser un peu, on est dans une ère qui pour moi ressemble un peu aux ères 60-70. Où au niveau de l'Afrique, on va offrir du crédit, offrir du prêt, offrir des aides, ainsi de suite. Alors que, paradoxalement, ceux qui offrent les aides, les crédits et tout ça sont dans des pays qui se disent eux-mêmes en crise. Donc, c'est bien beau de dire nous allons faire des infrastructures, nous allons investir dedans, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez le faire avec quoi? Dans quelle projection? Avec la collaboration de qui, sous quel type de directive, ou ainsi de suite. Et c'est là justement que le Parlement, lui, est censé nous protéger, et même protéger le gouvernement en attirant l'attention sur le piège que peuvent comporter tel ou tel accord ou telle signature. Donc moi, ce qui me gêne dans la démarche, c'est qu'on a l'impression que Monsieur Ouattara, nous sommes en 2023, pense déjà dans la tête aux élections de 2025 et qui donc il a 2 ans pour faire passer un certain nombre de réformes avant qu'il potentiellement il puisse quitter le pouvoir. Et ces réformes-là, pour qu'elles ne durent pas, il faut que le Parlement aille vite. Alors c'est un procès d'intention que je fais, qu'on me le pardonne, mais ça donne cette impression-là parce que pour moi, le Parlement doit avoir la latitude d'étudier et rendre compte au peuple. Justement, ça fait partie, Onanyata, d'un certain nombre de reproches qu'on a toujours fait ici à nos parlements, qu'on a considéré un peu comme des chambres d'enregistrement qui ne prenaient pas le temps d'étudier les tests, d'apporter les modifications qu'il faut apporter, les rejeter si ça ne répond pas aux aspirations, parce qu'ils sont aussi des élus du peuple, tout comme le président de la République. Non, bien sûr. Le Parlement assure le contrôle de l'action gouvernementale et il doit prendre le temps de bien étudier les dossiers et les tests avant de les voter. Dans tous les cas, Ouattara n'impose pas la modification constitutionnelle. Elle sera étudiée par les députés. Mais moi, je ne ferai pas la même analyse. Je pense que nous vivons un contexte de crise en ce moment et tous les pays, à un moment donné, auront besoin de faire passer certains tests pour pouvoir s'adapter à la période de crise. Il faut le reconnaître, ça va être un peu long. Cette crise-là elle va durer. Nous avons la crise sécuritaire qui induit une crise économique. Donc, tout le temps, nous devons vraiment, nous serons amenés à adapter nos tests à la réalité, à prendre certaines décisions rapides pour faire face à la situation. Je crois que c'est ce contexte-là, j'estime que c'est ce contexte-là qui pousse le président Ouattara
procéder à ces modifications pour donner plus de facilité et d'action au gouvernement et même au Parlement, parce qu'il faut aller vite parfois face à certaines situations. Moi peut-être, alors c'est vrai que après ça part d'une réflexion qui est personnelle, c'est que je trouve que on refait un peu les mêmes erreurs que, disons, les États africains refont les mêmes erreurs qu'elles ont faites il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire les périodes où l'Afrique a bénéficié des plus gros prêts, à mon sens, sont les périodes où le monde était totalement en crise. Ouais. C'est paradoxal, mais c'est à ces moments l'Afrique a eu les plus gros prêts, mais c'est après on lui a fait payer la dette. Ouais. On lui a fait payer c'est ajustements structurels et ainsi de suite. Lorsque tout à l'heure je parlais des chocs pétroliers, mais les chocs pétroliers c'est la conséquence après de ce qu'on a appelé la conjoncture, ajustements structurels et les étudiants dans la rue, le chômage et après la conférence nationale et tout ce qui a suivi. Donc actuellement on est, si vous voulez, sur une planète où il y a des crises partout, mais où l'Eldorado, c'est l'Afrique. Et tout le monde le reconnaît. On ne le cache même plus. Avant, il y avait une certaine forme de déni qui faisait qu'on niait à l'Afrique le fait d'être, on va dire, le porteur d'espoir de la planète. Mais actuellement, c'est admis. C'est-à-dire, quelle que soit la région du monde, tout le monde est focus sur l'Afrique. Mais tout le monde est focus sur l'Afrique en ayant des crises très, très chaudes chez eux. Et étonnamment, en ouvrant tout ce qu'il y a en termes de crédit, de projection, entreprise, on va investir et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, c'est très tentant pour les États. Mais après, quelles vont être les répercussions? Et donc, pour moi, c'est dangereux. Ça peut être alléchant pour un gouvernement d'avoir telle ou telle proposition. Ça peut être alléchant pour un gouvernement de dire « Ok, d'accord, nous allons investir dans tel ou tel projet. » Mais il est important que, comment dirais-je, au niveau du Parlement, au niveau de toutes des associations intellectuelles, moi je mets beaucoup l'accent sur les professeurs d'université, sur la société civile, les syndicats, ainsi de suite, qu'on étudie chacun de ces projets, pas pour un an, pas pour dans un an, pas pour dans 2 ans, pas pour dans 3 ans, mais c'est parce que dans 10, 15, 20 ans, mais si on ne fait pas attention, quelles sont les répercussions que cela aura? Fortes. Permettez, et c'est déjà on va marquer la pause, le temps du journal, et on revient pour une question fondamentale, parce qu'en Afrique, quand on annonce des modifications de constitution, on sait à quoi on peut penser aussi.